Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Cette rencontre avec Anne Lecourt. Anne, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisqu'elle a été en résidence littéraire là sur le territoire. Et elle avait pour mission d'écrire sur la vie du domaine de la Massey, la littérature contemporaine, où on a tout un mouvement de jeunes femmes qui écrivent sur la ruralité, sur les femmes. Dernièrement, là, il y a eu par exemple Pecknote de Juliette Rousseau qui est sortie. C'est quelqu'un qui est plus du côté de Jonzé, mais moi qui l'ai lu, j'ai reconnu pas mal d'endroits. Et là, elle lit vraiment les femmes, leur territoire, l'importance qu'elles peuvent avoir, même si ce sont des personnes qui ne parlent pas. Voilà, il y a par exemple Marion Fayolle qui a écrit donc du même bois, où c'est la vie d'une famille de génération en génération dans une ferme, et puis on voit quand même que le métier évolue, mais on a du mal à lâcher, mais on est toujours là, et c'est pareil, c'est cet attachement à ce territoire. Il y a eu Corps de ferme d'Agnès de Clerville qui est là, qui est très intéressant, celui-là qui touche plus à la maternité, mais il y a aussi toutes ces maternités qui n'ont pas eu lieu mais qu'on a caché, toutes les histoires de femmes tues en fait, vraiment aussi. Et puis il y a eu cette BD Il est où le patron, donc chronique de paysanne, où là c'est rendre visible le travail des agricultrices en fait. Elles se sont rendues compte que souvent en fait quand un commercial ou quelqu'un arrivait dans la ferme, il demandait il est où le patron. Et même si souvent il y avait pas d'hommes et que c'était des femmes en fait qui géraient ces fermes. Et donc toi, par rapport à tes livres, je trouve qu'il y a vraiment un lien sur tout ce mouvement et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, comment tu te situes dans tout ce panel là d'ouvrages Je les ai pas tous lus, mais j'en ai lu quand même un certain nombre de ceux que tu as présentés là, où on se connaît en fait. On se connaît, on se suit, on a un intérêt pour le travail les unes des autres. On se rejoint, je pense, effectivement dans la question alors de l'agriculture. Le dernier livre Paysanne, voilà, c'est l'agriculture, mais au sens plus large, c'est-à-dire ça concerne la nutrition, ça concerne donc notre rapport à la vie, à la mort, à la naissance, aux animaux, à la société qu'on forme avec eux, ce rapport qu'on a un peu perdu, à nos places de filles, nos peaux de filles, comment on continue de faire notre chemin là-dedans, dans la peur d'être trop seul quand on n'est pas avec un homme, et puis aujourd'hui des jeunes qui s'avancent souvent seules, des jeunes femmes. Donc je me sens proche de ces filles-là que j'ai lues, que j'ai rencontrées aussi sur des salons, voilà, parce qu'on parle un peu du même endroit, qui est celui de cette féminité qui aujourd'hui demande plus l'autorisation d'être en fait. Et ça c'est très intéressant. C'est nos filles aujourd'hui qui sont jeunes, mais bon, celles-ci elles ont la trentaine, elles ont la quarantaine. Et à l'inverse des discrètes, elles demandent plus l'autorisation à personne. Et ça change complètement la donne, en fait. Donc, elles n'ont plus besoin d'être questionnées. Pour ce dernier livre que j'ai écrit, elles sont venues à moi. Et elles avaient des choses à dire, en fait. Donc, les choses changent quand même beaucoup pour les femmes aujourd'hui. Même si dans le livre, il n'y a pas beaucoup de femmes qui soient entrepreneurs, enfin, qui soient seules. Elles sont souvent héritières d'un travail qui vient des parents, ou bien elles sont en couple, elles forment un bon attelage avec l'homme de leur vie à ce moment-là, et donc elles sont associées en GAEC autrement, mais oui, c'est le point commun entre moi, mon âge, et ce que l'on sème chez nos enfants, cette question de notre construction personnelle. Ça touche beaucoup à tout ce qu'il y a dans mes livres. Ça, c'est des choses importantes. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qui nous construit? Qu'est-ce qu'on a hérité de nos mères, de nos grands-mères? De quoi on a hérité à notre insu? Qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui, à notre tour, de transmettre, ou au contraire, de ne pas transmettre?
Et je pense que toutes ces filles-là et moi, on a cette question-là qui est celle de notre héritage et du chemin parcouru, qui pour moi est très important. Je pense que dans les premiers portraits des femmes des années 20 ou des années 30, ma mère, elle était née en 40, il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de choix dans la vie. Et aujourd'hui, on a ce choix-là. On a cette possibilité, en tout cas, de s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire de cette chance qu'on a d'être vivant et qu'est-ce qu'on peut choisir de défendre, quoi. Écoutez La Proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Tes projets actuellement, est-ce que tu as des publications en cours autres que l'ouvrage sur la Macé? Je sais que tu animes aussi beaucoup d'ateliers. Oui, j'ai toujours plein de projets. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Mais écrire avec et pour les gens, forcément, ça nous emmène à plein d'endroits différents. Donc, je peux dire que ces livres-là intéressent les collèges, intéressent les lycées, et que je suis aussi contactée par des étudiants, des gens qui travaillent sur le lien au territoire, sur le lien au patrimoine. Parce que ça, évidemment, tout ça, c'est important. Le portrait, la notion de portrait, la notion de parole, la notion d'exploration, on en parlera peut-être avec d'autres, ils sont là certainement, hein, les uns les autres, qui ont envie de faire part aussi de leurs projets. Dans la Macé, il y a cet aspect de l'exploration d'un lieu qui a été abandonné longtemps, un lieu abandonné des hommes dont on a craint beaucoup qu'il s'éteigne, qu'il soit perdu. Et aujourd'hui, la mobilisation des gens d'horizons divers permet de penser que on va sauver le lieu. Et le lieu, c'est le lien au vivant, toujours. Et c'est ce qui fait que les gens continuent de se transmettre des choses. Donc il y a ça. Ils parleront, les étudiants, peut-être, parce que ils parleront. Je vais pas le faire à leur place. Il y a aussi une résidence d'écriture sur la presqu'île de Gavre, et c'est important parce que c'est toujours parce que les livres existent qu'on m'appelle quelque part pour mener des expériences différentes. La presqu'île de Gavre, c'est le lien aussi au territoire. Qu'est-ce qui fait que les gens choisissent d'habiter là? Pourquoi ils sont là? Et pour moi, en écriture, c'est un pari intéressant. Aujourd'hui, je me sens un peu encombrée du récit et de la narration. J'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus allégé, de moins foisonnant. J'ai envie de poésie. J'ai envie de fragments, j'ai envie d'une autre forme d'écriture où le lecteur a plus sa place pour inventer, pour imaginer des choses. Donc ce serait une nouvelle aventure. Et puis c'est vrai que mes ateliers d'écriture, ils sont très importants parce que ils sont pas pour apprendre à écrire, ils sont donc pas du tout anecdotiques pour moi. Ils relèvent de l'accompagnement dans l'écriture. Et l'écriture, je le disais, c'est une façon d'exister. C'est une place à trouver. C'est non pas apprendre à écrire, parce que je pense que ça s'apprend pas. Je pense qu'on a tout en nous, que ça demande juste d'être accompagné, d'être guidé, d'être orienté. Et donc, je fais des ateliers d'écriture qui s'appuient aussi sur mon travail de biographe et d'auteur de livres, et qui interrogent cette voix en nous, cette petite voix qui est celle qui demande à exister, qui est porteuse de tranches de vie, de notre rapport à la vie, l'histoire de nos parents, l'histoire d'une passion, une tranche de vie, un accident malheureux, au contraire une reconstruction. J'accompagne les gens à se raconter et à transmettre éventuellement, à garder la trace de leur vie. Voilà, ça reste toujours un travail de longue haleine. Je pense qu'on a tous une voix et l'idée c'est de trouver la sienne propre. Donc on est très très loin de l'école, on n'est pas du tout à l'école. Vous voulez qu'on lise un extrait du texte, qui n'est pas un texte achevé encore, qui est un texte en cours. J'ai choisi ce texte-là, en fait. Alors, on n'est pas dans l'histoire et on n'est pas non plus dans la littérature. Mais on est au plus près quand même de l'histoire des gens. C'est-à-dire le travail qu'on m'a confié quand je suis venue ici. C'est le travail d'écoute, c'est la rencontre des gens, voilà. Donc j'ai pas choisi, je les ai laissés choisir et me dire qu'est-ce qu'il est important qu'on écrive, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce qui doit rester.
Et en fait, le texte là s'articule sur 3 parties qui sont une partie l'occupation allemande, la fin de la guerre, l'occupation de la Massey par les Allemands. Voilà, parce que c'était important pour un ou deux témoins qu'on parle de ça. Il y a eu ensuite les gens qui avaient travaillé avec les marins, le centre de formation de la marine. Donc là, c'est la fin de la guerre, en 44 et jusqu'en 59. Voilà, c'était important que ça existe, ça, parce qu'il y avait... Et puis moi, j'avais raté pas mal de gens qui étaient partis, mais j'ai aussi rencontré le dernier gars qui a fermé la grille du centre de formation de la marine. Donc c'était important qu'il soit là encore. C'est un monsieur qui a 94 ans aujourd'hui, et qui est venu pour qu'on parle. Et puis l'autre partie, c'est la Massey, l'hôpital. Et l'hôpital de la Massey m'a bouleversée. C'est la fonction humaine, c'est la vocation humaine de la Massey. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Voilà, c'est l'hôpital à cette époque-là. Ça commence par un hospice, ça commence par un lieu qui ouvre ses portes aux plus démunis. Et le lien, c'est ça, sans doute. La Massey, ça reste ça encore, un lien qui est plein d'humanité, quoi. On n'a pas parlé de l'histoire de la Massey, c'est pas grave. Faudra lire, quoi, parce que on le fera quand le livre sortira. Voilà, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé du docteur Evin, on n'a pas parlé du travail des associations de sauvegarde ou du patrimoine. Enfin voilà, chacun apportera sa pierre à l'édifice. J'ai eu plein de gens qui sont venus raconter une partie de l'histoire et qui sont dans le texte, voilà, d'une façon ou d'une autre. Écoutez La Proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Allez, je lis un peu. Un petit peu de lecture. Je lis un petit peu de lecture. Tous l'appellent la Massey. Ils y venaient petits, dans l'enfance, avec un père ou une mère qui travaillait là-bas. Plus tard, les mêmes, sans se questionner, ont mis leurs pas dans ceux de leurs parents, et ils ont enfilé une blouse à leur tour, attrapé une paire de gants, empoigné une bêche ou un escabeau, un torchon. Les tenues étaient blanches pour les infirmières, bleues pour les aides-soignantes, grises pour les jardiniers. Ils avaient fait à manger pour tous, sans distinction. Ils avaient tricoté, bricolé, la tuyauterie, la toiture. Ils avaient entretenu les potagers, lavé le linge, et chaque dimanche, veillé à ce qu'il y ait des fleurs sur les tables au château, pour que ce soit joli à l'heure du déjeuner. L'hôpital de la Massey à Pont-Réan, il fonctionnera de 65 à 2005. À Pont-Réan, ils disent le CHU, pour dire le centre hospitalier universitaire. Ils disent aussi l'hôpital public. Ils disent encore, on accueillait tout le monde. Les alcooliques, les vieillards, les faibles, les bonnes qu'on avait exploitées dans les fermes, les journaliers agricoles qu'on avait jetés à la rue. Tout cela qui n'avait plus de famille, qui n'avait plus de toit, qui était repoussé de partout. L'hôpital, en ce temps-là, la Massey, accueillait tout le monde. Je vais continuer avec... On raconte la grâce improbable de certains matins. Ils forment une famille. Alors, on pousse les lits, les fauteuils roulants, on soutient les malades, on les entoure, bientôt hanche contre hanche, pour franchir à petits pas le seuil jusqu'au dehors, on les entoure. Sous la tonnelle, dans le bourdonnement des insectes et les bouffées entêtantes du lilas, l'herbe est fraîchement coupée. Chacun bien installé repart dans ses ruminations, sa rêverie. La discussion s'allume à la vue d'un rouge-gorge qui sautille et puis les phrases s'étirent et se délitent. Elles s'éteignent. On est bien ensemble, à l'ombre, avec la chapelle non loin, le profil familier du château qui se découpe de l'autre côté et qui semble veiller sur ses ouailles. À chaque Noël, les pensionnaires reçoivent de Rennes un colis confectionné par les étudiants en médecine. Le cadeau, le temps d'un soir, les ramène en enfance et fait leur joie. La salle des fêtes de l'hôpital, ils l'appellent la ruche. La salle des fêtes monte avec eux des spectacles. On fait de la peinture avec les animatrices, du dessin et des compositions florales. Le Rotary Club se déplace, d'autres organisations caritatives. Ceux de la ville, dit Marie, ceux de la ville, ils riaient.
Rennes nous regardait de haut. C'est un monde à part, la Massey. Ils se connaissent tous, par cœur. Ils se consolent et ils s'amusent entre eux. Les petits vieux de la Massey, dit Marie. C'est comme ça qu'on les appelait. Les petits vieux de la Massey. C'était surtout des gens d'ici, des pauvres, qui n'avaient plus de chez eux. Le Rotary Club offrait des bonbons et les tables de nuit des malades étaient pleines de fourmis. On les perd. Ils s'égayent dans Poréan. Le domaine est ouvert, il n'y a pas de clôture. Et tout naturellement, rattrapés par d'anciennes habitudes, ils descendent vers le bourg. Ils piochent dans les grands bocaux de bonbons de Mademoiselle Moisan. Ils poussent la porte des bistrots. Les pensionnaires imbibés remontent ensuite vers le château. En équilibre sur la ligne blanche, on m'a raconté qu'ils posaient prudemment un pied devant l'autre, comme s'ils avançaient sur un fil, au bord de tomber dans l'eau. Heureusement, il y a beaucoup moins de voitures qu'aujourd'hui. Quand ils coupent par le calvaire en face du café de Clémentine Durand, la grenetterie d'aujourd'hui, ils remontent en se tenant la main. Ils rient beaucoup. Les marches sont larges et c'est que ça grimpe sacrément dur. On s'entraide pour être plus sûr. La surveillante chef a de la poigne. On l'a vue plus d'une fois, grande et toute droite, précédée d'un pas vif, un homme trapu qui s'essouffle derrière, vociférant qu'on lui a volé sa bouteille. Et pas seulement volé, dit Christiane Leray. Pas seulement volé, on l'a d'abord vidé dans l'évier. Marie se souvient aussi. Elle dit on était prévenus des visites de la surveillante chef. Attention, v'là la mère Leray. Le dimanche, on postait un collègue à faire le guet. On rangeait vite fait le jeu de cartes. Mais on avait le droit de faire des belotes, une petite belote, avec les malades. Le dimanche ouvre comme une parenthèse dans les semaines qui se suivent. C'est plus lent le dimanche. On se lève moins vite de table. On prend son temps à la Massey. Le lien est fort peu encombré du protocole entre les kinés, les prothésistes, les infirmières, les aides-soignantes, l'ergothérapeute, une majorité de femmes. On formait une vraie famille. L'été, les infirmières au repos prennent des bains de soleil sur la butte rocheuse à l'entrée du domaine, exposant la blancheur de leur corps parmi les genêts, entre la morgue et l'hôpital, et la chapelle. Il y a du monde à venir chanter à la messe du dimanche après-midi. On a même marié des pensionnaires dans la petite chapelle, Pierre et Marie, un petit couple, un peu simple d'esprit, mais gentil. Tout le monde ici les connaissait. La surveillante chef, régulièrement, est appelée à Rennes, parce que l'infirmière générale de Rennes lui redit d'un air pincé que, tout de même, c'est trop familial, la Massey. Il faut que ça change. Mais Madame Leray imprime sa marque. Elle a de l'expérience, des convictions, elle est farouchement libre et elle le restera. En 1967, elle est d'ailleurs la première à porter des pantalons à l'hôpital. J'avais expliqué au directeur économique, Monsieur Parmentier, à l'époque, que quand on doit soulever un malade dans son lit, puisqu'il faut poser le genou sur le lit, c'est quand même mieux d'avoir un pantalon. Je me souviens d'une fois, un jour, des malades aux églantiers qui riaient comme des bossus. Je passe, je leur demande « Eh bien quoi ?» Ils me montrent du doigt. Il y avait 2 infirmières en blouse un peu plus loin devant, et les blouses s'ouvraient en grand avec le vent, et on voyait leurs culottes. Tu parles, qui rigolait. Marie porte à l'époque une blouse grise, et par-dessus la blouse, un tablier obligatoire. Du miraclon, elle dit. On appelait ça du miraclon, et ça esquintait complètement les collants. Dans les petits pavillons, les hommes sont d'un côté et les femmes sont de l'autre. Les hommes et les femmes ne se commandent pas de la même façon, dit Christiane. Marie se fait plus concrète. Les hommes, des fois, faut savoir les remettre à leur place. Le problème, c'était pas tant les hommes que certains employés qui se faisaient tirer l'oreille pour venir travailler. Les dimanches après-midi, personne n'aimait ça. Voilà. Donc, rendu à la Rabine, à l'approche des beaux jours, il y en avait qui prenaient leur congé. Fallait leur tirer les oreilles. Parce que forcément, à l'approche des beaux jours, les fêtes se multiplient, les communions, et puis les baptêmes, et les mariages. C'est la saison. Et comme en somme,
Ils sont tous de la même famille. À chaque fois, c'est un vrai bazar dans le calendrier, dans le planning de travail du personnel. Qu'est-ce que je dis ? J'en fais une dernière, juste une dernière. À la Massey, heureusement, il y a des gens qui font aussi. Il y a des aumôniers, qui veillent au salut des âmes. J'ai rencontré des prêtres, j'ai rencontré des aumôniers, et ils m'ont beaucoup touchée. Et le père Le Borgne, par exemple, et sœur Madeleine officient à la chapelle de la Marine entre 1986 et 1998. Et monsieur Le Borgne dit « J'ai vécu là-bas un temps heureux. Les gens de l'hôpital sont gens simples et travailleurs, rarement dans la peine, dans la plainte. » Pardon, c'est moi qui me laisse gagner par l'émotion. Le père Le Borgne est de cette grande famille de la campagne d'Ille-et-Vilaine. Il aime recueillir les confidences de l'autre. Le samedi soir et le dimanche, il célèbre la messe, assisté de sœur Madeleine, en compagnie d'un groupe de chrétiens qui vient du bourg. Dans les années 90, le plafond de la chapelle de la Marine menace de tomber sur la tête des croyants. Faute d'autre chose, on fait au plus simple. La pierre disparaît sous le placo, les beaux cintres aux fenêtres se plient aux angles droits, on installe des radiateurs en fonte du côté de la sacristie, un blanc lavabo et une cheminée en briques. On ne touche pas sur les murs au chemin de croix en céramique, ni aux cloches qui viennent de Villedieu-les-Poêles. La messe est très vivante. La majorité des commerçants de Pont-Réan s'y rendent pour des questions d'horaires décalés qui les arrangent. Là où ils sont un peu entre eux, un peu à l'abri. Les pensionnaires sont attachants. Ils chantent souvent faux, mais ils chantent. C'est l'essentiel. Et beaucoup vont aussi à la messe de la Marine, et beaucoup vont aussi bien à la chapelle de la Marine qu'au bistrot, voilà. Parce qu'au café à l'époque, c'est là que tout le monde se retrouve. Il y a là les gars des fermes le matin qui boivent pour se donner un coup de fouet. Il y a les bavards qui colportent les nouvelles. Il y a ceux qui le soir s'incrustent pendant des heures, avec des envies de noyer un chagrin. Pardon d'avoir bafouillé. Merci Anne. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Frédéric, je voulais te demander la raison pour laquelle tu as démarré plutôt dans la traduction scientifique et pas la traduction littéraire, parce que je pense que tu étais plus sans doute faite pour la traduction littéraire qui te rapproche des autres, parce que je pense que peut-être dans la traduction scientifique, j'ai l'impression qu'il te manquait un peu d'humanité en quelque sorte. Et c'est peut-être ça que tu es allé chercher dans le collectage auprès de femmes. Oui. Et pourquoi les femmes au départ ? Parce que tu as dit à un moment les rencontres avec les femmes sont venues tout naturellement. Donc, oui. Voilà, c'était ma question. C'est une grande question. De ça. Mais c'est une question évidemment importante, parce que j'ai fait de la traduction technique, parce que je pensais décevoir mon père en étant littéraire. Et la traduction scientifique et technique, c'était pour moi une façon de lui plaire. Évidemment, je me suis trompée. J'ai mis la moitié d'une vie avant de comprendre ça. Mais pour moi, j'ai fait de la traduction littéraire sur de la poésie et du théâtre. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que j'avais ce rapport à la langue de départ, qui était la langue allemande surtout, et où je me disais qu'on perdait quelque chose d'essentiel en passant d'une langue à l'autre, et qu'il y avait là une déperdition trop grave. Et je ne m'autorisais pas à être responsable de ça. Aujourd'hui, je regrette évidemment mais je ne sais pas si j'aurais été capable d'écrire, de traduire l'humanité. Enfin, les gens qui se font traduire sont des gens qui sont très brillants en littérature. Donc là, il faut vraiment peser 10 fois plus le mot qu'en traduction scientifique ou en général. Oui. Un mot vaut pour un mot. Bien sûr, mais souvent le traducteur, il est oublié, il est trop souvent oublié auprès des lecteurs et parfois même auprès des éditeurs. Oui. Et moi, je pense à Anne Plantagenet. C'est elle est à la fois autrice et traductrice de l'espagnol, donc c'est pas ta spécialité. Mais quand on lit un roman espagnol traduit par Anne Plantagenet, quand on en a lu beaucoup de romans traduits par elle, on sait que c'est elle avant même de savoir si c'est elle qui l'a traduit. Et je pense que c'est l'âme d'un auteur
traduit, et je pense que c'est essentiel. Pour moi, le traducteur est essentiel. C'est essentiel. D'ailleurs, on sait bien qu'il y a des livres qu'on va racheter parce qu'ils ont été retraduits donc par quelqu'un d'autre, dans une autre époque ou une autre sensibilité. Bien sûr. Donc c'est une question absolument essentielle. Parfois certains mal traduits, bien sûr. Bah oui, des livres qui sont sabotés parce qu'ils sont pas bien traduits. Je pense qu'en plus, pour ce qui me concerne, il y a la question de la place et de la visibilité. Il faudrait faire toute la place qu'il mérite au traducteur. Et c'est encore un truc qu'on peut améliorer. Mais pour ce qui me concerne, je pense que d'être dans l'ombre d'un auteur était une place qui me convenait aussi très bien. Voilà, parce que j'étais bien dans la voix d'un autre, j'étais bien à être juste l'outil, le relais, voilà. Donc les choses se sont jouées là aussi pour moi, de rester dans la traduction et dans une traduction scientifique. Merci. Il y avait une autre partie à la question. Oui, les femmes, oui. Très important. Ah oui, les femmes, oui, pardon. C'est une histoire de famille. C'est souvent une histoire de famille. Moi, j'ai perdu ma grand-mère à l'époque où j'étais trop préoccupée d'une construction personnelle à l'adolescence compliquée et où j'ai regretté beaucoup après. Et j'ai perdu ma mère trop tôt. Si bien que je me suis trouvée dépouillée de l'histoire de ma famille. Et là, je me suis dit, mais quel dommage. Comment me rattraper? Comment me rattraper? Comment les faire parler les femmes? Parce qu'il me restait des bribes, parce que ma grand-mère était bonne à 9 ans, parce que ma mère, je peux le dire aujourd'hui, avait connu un avortement. Enfin, des choses qui sont essentielles dans la vie des familles, dans le secret des familles, dans l'histoire qu'on transmet à nos filles ou pas, dans le combat des femmes. Aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu peut-être lointain. C'est pour ça que tu as adoré le livre de Clémentine Mélois, je crois, oui. de le voir. Bah oui, aussi, tout à fait. Bah oui, toujours. Et aujourd'hui, j'écris aussi sur la fin de vie de mon père. D'accord. Donc, toutes ces choses que j'ai pu rater, passer à côté, c'est aussi pour ça que j'écris. Et les femmes, je trouve que c'est passionnant d'être une femme. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve que certains pensent peut-être qu'on en parle trop, mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant, qu'on n'a pas épuisé encore. Et puis, j'attends les hommes aussi. Ouais, on attend les hommes. On attend que les hommes dans fassent pareil. Paysanne, les femmes ont une lucidité, je trouve, impressionnante. Et une combativité, une lucidité formidable. Et elles racontent l'histoire, mais elles font aussi l'histoire. Parce que il y en a énormément qui ont fait des transformations, des évolutions, parce que ça raconte l'histoire, mais ça raconte l'évolution de l'agriculture. Oui. Et c'est très, très, très clair dans le portrait de toutes ces femmes. Oui, parce que là, il y a le lien à mon travail qui est l'héritage. Ouais. Et donc, on parle aussi des gestes, de quels gestes on a hérité, ceux qu'on choisit de reproduire, de défendre, ou ceux au contraire où on part vers une modernité, entre guillemets, à tout va. Et elle parle beaucoup de ça, évidemment, des pratiques agricoles. Il y a plusieurs générations, c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs générations de femmes. Oui, dans ce livre, effectivement. De celle qui est en fin de carrière à celle qui débute. Voilà. Et ça, c'est génial. Elles ont entre 26 ans et 74 ans dans le livre de Paysanne. Donc, elles ont toutes une perception du monde et une pratique agricole qui est différente. Ouais. Une autre question. Donc, il y a des étudiants dans la salle qui voulaient prendre la parole parce qu'ils ont des projets justement autour de la Masset. Donc, c'est l'occasion de leur faire un petit coup de pub. Il y a 2 groupes, je crois. Il me semble qu'il y avait 2 groupes. Oui, il y a 2 groupes. C'est ça. Oui, il y a l'audiovisuel versus le patrimoine. Alors, qui veut prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas. J'ai 26 ans et j'ai repris mes études d'audiovisuel à Vannes. J'ai pris connaissance en fait du domaine de la Masset par un ancien intervenant. J'avais réalisé un petit documentaire sur l'urbex, l'exploration urbaine. Et quand il m'a parlé de ce domaine, je suis parti me renseigner. Et là, j'ai pris connaissance en fait du lieu et toute l'histoire qu'il portait. Et donc, ça m'a motivé en fait à partir sur la construction d'un documentaire de 26 minutes sur ce domaine. Voilà. Et donc, potentiellement, il sortirait en juin 2025 avec une projection en salle. Donc, je verrai si je peux le faire à Guichen. Voilà, donc c'est en cours de tournage. J'ai déjà réalisé pas mal d'images du domaine
Et d'ailleurs, tout à l'heure, on y était. Et voilà, donc Anne participera aussi au documentaire. Et puis, je suis actuellement aussi à la recherche d'intervenants. Voilà, c'est ça. Donc, Tu cherches des témoins. Je cherche des témoins. Donc, c'est un appel, exactement. voilà. Ouais. Étant donné que voilà, tout ce qui est visuel et puis audio aussi, ça va être très très important. Je vais faire rapidement, mais je commence par le domaine à l'état actuel, de quoi on part, et pour faire aussi un retour vers toute l'histoire du lieu et avoir une projection sur l'avenir aussi du domaine, parce que voilà, on ne sait pas encore vers où on va, mais voilà. C'est marrant, ça fait écho avec ton livre, pas dans la même temporalité, résultat. Non, mais c'est vrai qu'on se retrouve là-dessus, raconter l'histoire d'un lieu et se le transmettre, continuer à se le transmettre les uns les autres, alors qu'on est de générations différentes. Ce lien-là, il est bien, oui. Et donc Donc bonsoir à tous. Donc ça va être aussi un appel. Nous sommes des étudiants de l'université Rennes 2 en master histoire de l'art, qui est un master plutôt axé pour nous sur le patrimoine bâti. Et donc on mène en ce moment une étude en lien avec la mairie de Guichen et le syndicat mixte des Vallons de Vilaine. On mène une étude sur l'histoire de la ferme d'un point de vue agricole, mais aussi de la ferme d'Amassay quand ça a été un centre aéré. Et donc on est aussi à la recherche en quelque sorte de témoignages et de toute information qui pourrait nous être utile pour mener en fait notre étude, vu qu'on étudie l'histoire du site, mais aussi l'architecture, pour comprendre comment on va pouvoir faire un nouvel usage de ce site et aussi comment on va pouvoir le valoriser au mieux en quelque sorte. Et donc ça passe par une bonne compréhension de ce qu'a été cette ferme de la Massay, mais on ne peut pas ne pas prendre en compte le domaine et le château. Donc c'est pour ça qu'on est aussi preneur de témoignages. Voilà. C'est spécialement sur c'est la ferme. Voilà, c'est sur la ferme de Amassay, c'est pas sur le château. Donc Guichen est propriétaire de la ferme de Amassay, et donc nous on travaille sur la ferme seulement. Merci. Bonsoir. Donc nous sommes Claude et José Carré, et il s'avère que on voulait rencontrer Anne puisqu'on a appris par la presse qu'elle s'intéressait à la Massay. Il s'avère que nous en 1990-1991, on a justement photographié dans ces fameux petits pavillons. Et pendant presque 2 ans et demi, moi j'ai passé tous les mercredis dans ces petits pavillons. Donc nous on a un projet d'exposition, on a un projet d'ouvrage, et donc voilà, on souhaitait. Là, c'est une coïncidence parce que. On cherche aussi des illustrations pour le. Oui. Enfin, oui, bien sûr, voilà. Mais là, du coup, c'est le temps de l'hôpital, c'est ça ? C'est le temps de l'hôpital. Oui. L'hôpital, et puis les petits pavillons, les gens qui y vivaient et qui y résidaient. Donc, tous les 15 jours, moi, je passais mes journées avec ces gens-là, et ma femme me rejoignait dans ces moments de disponibilité, quoi. Donc, d'accord. On a des archives énormes, bien sûr. Et en fait, ça a été dans les placards depuis des années, depuis cette époque-là. Et puis, voilà, on les a exhumés récemment. Et coïncidence, on s'est mis à parler de la Massay. Et donc, on a eu connaissance donc, de la soirée. Et donc, on est venu vous rencontrer. Et éventuellement voir quel projet on pourrait mener ensemble. C'est vrai que là, on n'a parlé que du texte. Il y a tout l'aspect encore des archives photographiques. Et il y a des gens qui sont détenteurs d'un fonds considérable. Moi, j'ai eu accès aussi à beaucoup d'albums de famille. Et voilà, il y a plein de choses. Nous, on a photographié le quotidien, on était complètement devenus invisibles. Ouais. Et donc, on a eu cette chance de pouvoir s'intégrer et de vivre ces moments-là. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai retrouvé ces émotions que j'ai eues et puis les plaisirs que j'ai eus. Parce que c'était un lieu extraordinaire. Il y a de la joie aussi. Il y a du chahut, il y a des farandoles, il y a des fêtes prodigieuses ici. Ouais. C'est vrai. Alors, on a aussi photographié les Noëls, l'épiphanie. Toutes ces choses-là, on a eu l'occasion de les photographier, quoi. Donc voilà. C'est magnifique, parce que... Oui, bien sûr. Merci. Donc, merci encore. Merci à Anne d'être venue. Merci beaucoup. Et puis, on se dit à l'année prochaine pour la sortie du livre. Voilà. Merci beaucoup.